Mesdames et messieurs, chacun son rang et qualité, chers collègues, chers étudiants, je suis ravi de lancer le début de ce colloque, cette quatrième édition du colloque international de Rabat sur l'Afrique, qui porte cette année sur une thématique d'une grande importance et d'une actualité certaine, celle de la gestion des flux migratoires, ce qu'on appelait le pari migratoire européen en Afrique. Nous sommes à la quatrième édition et on a changé donc, de thème. La première, deuxième, c'était à connotation géostratégique, géoéconomique, rivalité des puissances Chine, Russie pour l'Afrique versus Europe, France. On est passé l'année dernière quel rôle de l'Afrique dans la gouvernance mondiale et on a atterri cette année sur la question sociale. Pourquoi? Parce que tout simplement on a remarqué que le social est le parent pauvre de la coopération entre l'Europe et l'Afrique. On a remarqué également que les accords conclus entre l'Afrique et l'Europe instaurent ce qu'on appelle une zone de libre-échange. Cette zone dans laquelle circulent librement les marchandises, les capitaux, les services et les biens, mais malheureusement pas les personnes, parce que les personnes sont obligées de demander des visas auprès des autorités consulaires des États membres de l'Union européenne. Cette question donc nous interpelle tout d'abord sur le plan juridique et voir quelle est la position officielle de ce partenariat entre Europe et Afrique. À lire attentivement l'activité conventionnelle qui lie les deux continents, on remarque que la question n'a été abordée que timidement et d'une manière vraiment graduelle. Peut-être que cela est dû à ce qu'on appelle de la difficulté d'atteindre des objectifs communautaires par des moyens qui ne le sont pas. On sait très bien que ce sont des accords mixtes entre l'Union européenne et l'Afrique, et ce sont des accords donc, qui laissent apparaître les États membres à côté de l'institution en tant que telle, parce qu'ils engagent les États membres financièrement. Si on prend le cas du Maroc, par exemple, ce qu'on appelle la première génération des accords, l'accord d'association de 1969, n'a pas abordé la question migratoire. Il s'agissait à l'époque d'accorder au Maroc, disons, l'exonération des droits de douane pour ses exportations industrielles et également un traitement privilégié pour ses exportations agricoles. Il fallait attendre la deuxième génération, l'accord de coopération de 1976, l'accord dit de coopération, pour voir, pour la première fois, on aborde la question de l'immigration, et encore très timidement, parce que seulement 4 articles, avec un échange de lettres, ont été à l'époque jugés suffisants pour régir la situation de la présence de la communauté marocaine dans les États membres de l'Union européenne. Et actuellement, aujourd'hui, l'accord d'association, dit accord méditerranéen d'association entre le Maroc et l'Union européenne, signé le 26 février 1996 et entré effectivement en vigueur depuis le 1er mars l'an 2000, souligne l'importance de la question dans son chapitre 6, intitulé « Coopération sociale et culturelle ». Idem pour le reste du continent africain, ce qu'on appelle les conventions de Lomé, Lomé 1, Lomé 2, Lomé 3, Lomé 4. Actuellement, depuis 2000, l'accord de Cotonou, et actuellement l'accord de 2023, établissement la nouvelle génération, dite accord de partenariat économique. Ces accords n'abordent que rarement la question migratoire. Dans les années 70, on parlait de système de stabilisation, STABEX, système également SISMIN pour subventionner les exportations minières en provenance donc d'un ensemble d'États qui se trouvent
dans ACP, dans le continent Afrique, Caraïbes et Pacifique. Donc on est devant une similitude donc, de politique migratoire envers le continent africain. Alors, quel est l'objectif de cette activité conventionnelle? À lire attentivement ces accords, on peut déduire 3 objectifs. Premier objectif, c'est tout d'abord l'intégration des immigrés qui sont déjà là-bas, installés et qui travaillent d'une manière légale sur le territoire des États membres de l'Union européenne. Point à la ligne. Donc, les accords abordent la question de la protection des droits des migrants qui travaillent légalement sur le territoire des États membres de l'Union européenne. Parce que tout simplement, on n'a pas abordé la question de la libre circulation des personnes. Un sujet maintenant qui fait couler beaucoup d'encre chez le discours politique, l'extrême droite en Europe, etc. Il n'y a pas question de liberté de circulation entre l'Europe et l'Afrique. Tout simplement, il est question de garantir les droits fondamentaux de la communauté qui travaille déjà et qui réside dans les États membres de l'Union européenne. En leur conférence qu'on appelle le principe de non-discrimination en matière de conditions de travail, de rémunération et d'emploi. Et on peut comprendre, parce que dès les années 70, les États membres de l'Union européenne avaient pris d'une manière unilatérale la décision de fermer leurs frontières à toute nouvelle migration de travail. En Belgique, en Allemagne, en Italie, la Hollande, suite au premier choc pétrolier, au deuxième choc pétrolier. Donc on ne parlait plus de questions de, comme ça a été soulevé tout à l'heure, dans l'historique, dans les années 60, on recourait aux conventions de main-d'œuvre, aux conventions de sécurité sociale. Donc il s'agissait tout simplement de garantir les droits de ceux qui travaillent légalement sur le continent africain. Ce constat juridique sera consacré par une jurisprudence de la Cour, et notamment à travers l'interprétation des dispositions sociales de l'accord conclu entre le Maroc et l'Union européenne. Dans le début des années 90, le fameux arrêt Bahia-Kseba, qui était victime d'un rejet de sa demande de bénéfice d'une allocation de recherche devant les autorités compétentes belges. Elle va donc porter l'affaire devant le tribunal de Liège, et le tribunal de Liège, suivant la procédure de recours préjudiciel, va surseoir à statuer jusqu'à ce que la Cour de Luxembourg se prononce sur l'affaire. Et la Cour a été ferme. Dans un raisonnement juridique pertinent, la Cour a estimé que le principe de non-discrimination est énoncé d'une manière claire, précise et inconditionnelle, et par voie de conséquence, elle a un effet direct dans l'ordre juridique interne des États membres. Cette jurisprudence sera constante à travers des affaires soumises à l'appréciation des juges de Luxembourg, dans l'arrêt Zobir-Yousfi, par exemple, à propos de l'allocation pour handicapés, dans l'arrêt, il était plus ferme dans l'arrêt de Alozi-Chouhou, lorsque la Cour a déclaré que les ressortissants marocains doivent être traités comme si elles étaient des ressortissants des États membres concernés. Cette jurisprudence de la Cour va avoir un effet d'irradiation pour l'ensemble des ressortissants d'États tiers. Les ressortissants africains vont bénéficier de cette jurisprudence concernant la situation juridique des Marocains. En témoigne, par exemple, l'affaire Zulika Krit, une ressortissante algérienne, va bénéficier de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, parce que la Cour estime que pratiquement les dispositions sociales sont identiques à celles qui figurent dans l'accord d'association conclu avec le Maroc. Donc, et tout ressortissant africain, de l'Afrique subsaharienne, etc., peuvent bénéficier donc de la même jurisprudence, de la protection de leurs droits en matière de licenciement, de travail et notamment de conditions de travail. Le deuxième objectif, c'est la lutte contre l'immigration clandestine.
cet objectif peut être lu à la lumière du cadre général de l'accord. Cet accord vise, je reviens toujours à l'exemple marocain, que l'Union européenne vise à contribuer au développement économique et social du Maroc. On peut lire ça dans le préambule de l'accord, non seulement avec le Maroc, mais avec tous les États du Maghreb, et également avec les États ACP. Et par voie de conséquence, par une coopération économique, commerciale, technique, l'Europe peut contribuer au développement de ces États et partant lutter contre les causes courantes de l'immigration irrégulière. Cette approche donc peut être déduite de l'architecture générale de l'accord. Il n'a pas pour objectif la libre circulation des personnes, il a comme objectif, on peut le déduire, lutter contre l'immigration ou bien contre l'immigration indésirée, parce que malheureusement, on va constater que l'Europe aura besoin d'immigrer pour son marché de travail, et ça a été clairement donc, développé dans la présentation du représentant de l'Office français d'immigration et de l'intégration. Cette question également renvoie à ce qu'on appelle les accords de réadmission. Il y a l'approche communautaire et il y a également l'approche bilatérale. L'accord de réadmission en cours de négociation avec le Maroc, par exemple, maintenant, ça fait 20 ans. Et vous savez, l'accord de réadmission oblige les États à réadmettre leurs propres ressortissants qui ont transité d'une manière illégale vers l'Europe et également admettre les ressortissants d'États tiers qui ont transité leur territoire vers l'Europe. Le Maroc, depuis les années 90, on ne va pas revenir à l'histoire, avait conclu des accords de réadmission bilatérale avec l'Espagne, tout d'abord avec la France, puis après avec l'Espagne, et avec la Belgique et également avec l'Allemagne. Il y a donc des négociations en cours avec le Maroc, avec un pays comme le Maroc, comme le Nigeria. Ce sont des accords très compliqués et complexes à la fois. Ils sont parfois dépourvus de valeur juridique et ils sont très sensibles parce que les États doivent faire attention à leur portée juridique. C'est pour cela que maintenant émerge cette dernière génération d'accords proposés aux différents États, comme la Tunisie, l'accord avec la Tunisie de 2023, avec l'Égypte 2024, avec la Mauritanie, qui présente la question migratoire comme étant, on va la monnayer, donc on va vous donner davantage d'argent pour renforcer, pour lutter efficacement contre l'immigration irrégulière. Mais ça a été rappelé par le professeur tout à l'heure, le plan Mattéis repose principalement sur une approche globale. Donc ce sont des accords qui accordent donc une fourchette budgétaire ventilée entre des prêts à des taux bonifiés auprès de la BEI, Banque européenne d'investissement, et également avec des dons. Et cette fourchette budgétaire vise donc à participer au projet de développement. Il y a des accords sectoriels qui identifient donc les points essentiels, les infrastructures, le secteur financier, le secteur banquier, agriculture, énergie, etc. Donc il y a une volonté de participer à l'effort de développement économique et social de ces pays, moyennant donc de montrer davantage de vigilance pour donc le renforcement des contrôles aux frontières externes. D'autant plus que cette question répond à un autre impératif qui est celui, moi je mets l'accent sur ce qu'on appelle la dimension extérieure de cette question, mais il y a une dimension intérieure propre à la construction européenne. Le pacte européen sur l'immigration et l'asile, adopté en 2024, donne une échéance de 2026 pour que les États vont renforcer davantage leurs frontières et il y aura des mécanismes techniques pour l'arrêt notamment des demandeurs d'asile et le traitement et éventuellement le renvoi de ces immigrés vers leurs États d'origine. Troisième et dernier objectif, c'est le nexus, le lien entre l'aide au développement et la migration. On l'a dit tout à l'heure, les accords conclus avec l'Afrique visent avant toute chose à contribuer au développement économique et social de l'Afrique. Et ils visent, par voie de conséquence, à lutter contre les causes de l'immigration. Comme le disait
un démographe français, si les richesses ne vont pas là où ils sont les hommes vont naturellement là où ils sont les richesses. Et donc, cette approche est abordée dans cette nouvelle génération d'accords. On va participer davantage à votre effort de développement pour limiter le départ indésiré vers l'Europe. Cette approche, également, le Maroc se trouve leader parce que ce qu'on appelle le processus de Rabat, lancé depuis 2006 sur la migration et l'aide au développement, participe de cette approche globale qui vise à mettre un lien entre l'aide au développement, et la lutte contre notamment l'immigration clandestine. Les différentes sessions organisées à intervalles réguliers entre l'Europe et l'Afrique, le processus de Rabat, on assiste par la suite au processus du Caire, de Khartoum. Ce sont des processus donc, qui visent à adopter cette approche d'aide et développement pour aborder la question et la gestion des flux migratoires. On voit que le Maroc, l'Union européenne a consacré à peu près 70 milliards d'euros pour la période 2021-2027 dans le cadre de son action pour la coopération internationale et la coopération de l'aide au développement. Également, les États membres de l'Union européenne ont pris l'initiative, le défi de consacrer 0,7% de leur produit national brut pour l'aide publique au développement, notamment envers le continent africain. Voilà, là ce sont les trois objectifs affichés officiellement par les négociateurs, indépendamment des débats politiques sur les questions migratoires. Je pense qu'on est là pour débattre sur le plan scientifique, académique. Il y aura des points de vue sous l'angle anthropologique, politique, géostratégique, etc. Mais en tant que juriste, je pense que les questions, bien l'intention est claire des négociateurs pour aborder la question migratoire sous cet angle. L'Europe aura besoin de 6 millions de travailleurs d'ici 2023, d'après un dernier rapport de la Commission européenne. Sans les 10 millions de travailleurs qui travaillent actuellement, d'après le même rapport, l'économie européenne s'arrêterait. Je reprends pour paraphraser les termes de ce rapport. Donc il y a une pénurie de main-d'œuvre, notamment quand on lit les rapports sur le vieillissement de la population, les rapports sur la démographie entre la population vieillissante européenne et la jeunesse du continent africain. Je pense qu'il est temps de mettre à table des négociations sereines, loin du discours politique, pour faire une sorte d'adéquation entre l'offre et l'emploi. Ça a été dit tout à l'heure. Je pense que ce sont ces belles expériences, répondre aux besoins de la main-d'œuvre en Europe en adoptant cette approche donc, de l'immigration légale. Et j'ai lu le dernier rapport de l'OIM sur l'immigration. Il faut donc parler davantage sur les bienfaits et les avantages de la migration légale que de présenter l'aspect sécuritaire. Malheureusement, l'Europe, à travers ces accords, reflète l'image d'une forteresse repliée sur elle-même, recroquevillée sur elle-même plutôt, et désormais adoptant désormais une image purement sécuritaire. Je pense qu'il est temps de réfléchir sur ces questions et adopter une démarche pragmatique, logique et raisonnée pour répondre aux besoins du marché du travail européen et également envers un continent qui contient des main-d'œuvre prêtes à immigrer et hautement qualifiées. Voilà, sur ce, je souhaite à vos travaux plein succès et je vous convie à une pause café et avant de prendre une photo collective. Et par la suite, on va continuer à enchaîner sur nos séances plénières. Merci pour votre attention.